Avec l'âge, de plus en plus de personnes se plaignent de leur mémoire. Qui n'a pas, un jour ou l'autre, oublié un rendez-vous ou un numéro de téléphone? Bien sûr, ces oublis inquiètent le patient, ses proches ou son médecin. La question essentielle qu'on doit se poser est la suivante. À quoi est due cette plainte? Résulte-t-elle d'une maladie des circuits de la mémoire, généralement grave, comme la maladie d'Alzheimer, ou bien d'un simple trouble attentionnel? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre le fonctionnement de la mémoire. Et c'est ce que nous allons voir dans la première partie de ce film, où nous détaillerons les 3 processus physiologiques de la mémoire à long terme. Nous vous présenterons ensuite un outil simple et efficace, l'épreuve des 5 mots, qui permet de distinguer rapidement maladie de la mémoire et troubles de l'attention, et ainsi d'identifier parmi les patients qui se plaignent ceux qui nécessiteront des examens plus approfondis. À la lumière de cette présentation, nous analyserons enfin 3 cas cliniques très représentatifs. Ce film de formation a ainsi pour objectif d'aider au diagnostic et nous allons le voir, de permettre de détecter en cabinet les troubles de la mémoire qui nécessitent un bilan complémentaire. Les patients qui viennent nous consulter se plaignent généralement d'oublis qu'ils appellent communément troubles de la mémoire et qui correspondent en réalité pour nous médecins à un trouble du rappel. Tout le problème vient du fait qu'un trouble du rappel peut relever d'un nombre important de causes. Bien sûr, cela peut être la maladie d'Alzheimer ou un autre type de démence, mais ce trouble peut aussi être en rapport avec une prise de médicaments, un état dépressif, une confusion mentale, voire résulter d'un simple vieillissement normal. Difficile, a priori, d'établir le bon diagnostic, et pourtant, c'est un problème auquel nous sommes fréquemment confrontés. Alors, comment procéder? En fait, c'est simple, si l'on comprend qu'il y a en réalité 3 étapes essentielles dans les circuits de la mémoire. Tout d'abord, l'encodage, qui permet l'enregistrement des informations et repose sur les processus attentionnels. Puis, l'étape de la mise en mémoire, qui fait intervenir le circuit hippocampo-mammilothalamique, ou circuit HMT, et plus particulièrement l'hippocampe, véritable entonnoir vers lequel convergent toutes les informations pour être mises en mémoire. C'est celui-ci qui sera touché précocement dans la maladie d'Alzheimer. Quand il fonctionne normalement, ce circuit HMT aboutit à la formation des traces mnésiques et à leur stockage. La dernière étape est celle de la récupération de ces informations stockées. Elle nécessite l'activation de stratégies de recherche sous le contrôle du lobe frontal. Un trouble du rappel peut donc résulter de l'atteinte de l'une de ces 3 étapes. L'encodage, qui peut être perturbé lors de troubles attentionnels, comme c'est le cas au cours de la dépression, des états confusionnels, de la prise de certains médicaments comme les benzodiazépines ou les anticholinergiques. Dans ces cas, l'information n'a pas été enregistrée. Elle ne peut donc pas être rappelée. Deuxièmement, la mise en mémoire, elle, qui peut être perturbée à la suite de lésions bilatérales du circuit HMT, notamment au cours de la maladie d'Alzheimer, et cela même au stade précoce, comme on le voit ici sur ce cliché. On distingue en effet une atrophie sévère de l'hippocampe chez le patient atteint de maladie d'Alzheimer par rapport à un sujet normal. Beaucoup plus rarement, il s'agit d'une atteinte du système HMT liée à une encéphalite herpétique, limbique ou à un syndrome de Korsakoff. Mais dans toutes ces situations, l'information, bien qu'enregistrée, ne sera pas stockée, elle ne pourra donc pas être rappelée. Quant à la 3e étape, la récupération, elle est altérée en cas de dysfonctionnement frontal. On parle aujourd'hui de syndrome dysexécutif, comme c'est le cas au cours des démences frontotemporales, des démences sous-corticofrontales, mais aussi des dépressions majeures, voire même du vieillissement normal. Dans ces cas-là, l'information a été bien stockée, mais elle est difficile à récupérer
et le rappel libre sera diminué. Donc en pratique, il faut distinguer les étapes 1 et 3, qui sont des étapes d'entrée et de sortie de l'information, de l'étape 2, qui par l'intermédiaire du système HMT est celle de la mémoire proprement dite. On le voit, on se trouve ainsi face à deux situations. D'un côté, les troubles fonctionnels d'accès à l'entrée et à la sortie des informations, et de l'autre, des troubles lésionnels où l'information n'est pas stockée. C'est le véritable syndrome amnésique. Pour parler de syndrome amnésique, il faut donc mettre en évidence une perte, après délai, d'informations dont on a contrôlé l'enregistrement et qui ne peuvent être restituées même après facilitation. Alors comment le reconnaître ? Eh bien, il suffit d'utiliser des tests qui contrôlent que l'information a été bien enregistrée et qui aident à sa restitution par l'utilisation d'indices. L'utilisation d'outils spécifiques incluant le contrôle de l'encodage et l'utilisation d'indices permet ainsi de séparer les patients qui ont un trouble du rappel libre en deux groupes. D'un côté, si les indices sont efficaces, on est en présence de patients qui ont un trouble du rappel, mais sans véritable syndrome amnésique. Ce trouble peut être dû, comme on l'a déjà dit, à une prise de médicaments, une dépression, un vieillissement, une démence frontotemporale ou une démence sous-corticale. De l'autre, si les indices sont peu efficaces, cela signifie que l'information n'a pas été stockée. Et cela renvoie, en règle, à la maladie d'Alzheimer. Un outil simple, comme l'épreuve des 5 mots, facilite ce classement. C'est tout l'intérêt de ce test qui, de par sa construction, permet d'établir rapidement un diagnostic fiable et d'identifier ainsi les pathologies graves. Formant un véritable outil diagnostique, l'épreuve des 5 mots est un test sensible qui permet de caractériser la nature des troubles de la mémoire et d'en préciser l'étiologie. De durée très brève, moins de 2 minutes, l'épreuve consiste à faire apprendre au sujet une liste de 5 mots et à étudier sa capacité à s'en rappeler après s'être assuré qu'elle était bien apprise. Donc ce test se déroule en deux phases distinctes. La phase d'apprentissage, qui est celle du contrôle de l'encodage, où l'on cherche à vérifier que le patient a bien enregistré tous les mots par un rappel immédiat spontané ou éventuellement facilité par des indices. Le résultat aboutit à un score d'apprentissage sur 5. Alors cette étape est fondamentale car on ne peut pas étudier les capacités de mémorisation si l'on n'a pas au préalable vérifié le processus d'encodage. En d'autres termes, l'étude de la mémoire n'a pas de raison d'être si les 5 mots n'ont pas été enregistrés. Une fois le processus d'encodage contrôlé, et après avoir réalisé une épreuve interférente pour détourner l'attention du patient, on passe à la deuxième phase qui est l'étude de la mémoire proprement dite, et ce par un rappel différé spontané ou éventuellement facilité par des indices. Le résultat aboutit à un score de mémoire sur 5. Ainsi, au final, en ajoutant les deux résultats, on obtient un score sur 10, reflétant les capacités de mémoire du sujet. En pratique, c'est une épreuve simple, mais qui nécessite d'être réalisée de façon rigoureuse, comme nous allons le voir. Pour commencer, on se contente de dire au patient qu'il va passer une épreuve de mémoire. Alors monsieur, je vais maintenant vous faire passer un test de mémoire. Il est important de ne pas lui en dire plus. On montre ensuite la liste des 5 mots que l'on aura pris soin de cacher jusque-là. Vous allez lire les mots de cette liste à haute voix. D'accord. Vous essayez de les retenir parce que je vais vous les redemander tout à l'heure. Bien. Alors, musée, limonade, Il est impératif que la liste soit lue à voix haute. passoire,
Vient ensuite l'étape du lien de catégorisation sémantique. Tout en regardant la liste, Mhm. pouvez-vous me dire quel est le nom de la boisson? Alors, limonade. L'idée est d'établir une relation entre la catégorie et chacun des mots de la liste. Par exemple, boisson pour limonade. Cela permettra ensuite au patient de récupérer, si besoin est, le mot cible par le biais de son indice catégoriel. La sauterelle. Très bien. Il est essentiel que le patient réalise cette étape en regardant la liste. Le but étant de renforcer l'encodage. L'étape suivante est celle du contrôle de l'apprentissage. On retourne alors la liste et on demande au patient de la rappeler. Me redonner les mots de la liste que vous venez de lire. Camion. Soit le patient redonne spontanément tous les mots. Il obtient alors un score de 5 au score d'apprentissage. Soit il n'en redonne qu'une partie, et c'est pour ces mots non rappelés, et seulement pour ceux-ci, qu'on va lui fournir les indices qui ont servi à l'encodage. Je vous aide un petit peu? Oui, Quel je vais. était le nom du bâtiment? Ah, musée. Très bien. Dans ce cas, le patient aura 4 en rappel libre et 1 en rappel indicé, mais cela lui fera tout de même un score de 5 en apprentissage. Alors dans l'éventualité où le patient ne donne pas toutes les réponses, soit spontanément, soit après indice, il n'aura pas 5 au score d'apprentissage. Sa performance est mauvaise, de toutes les façons. Mais on lui redonne la liste en lui montrant avec le doigt le ou les mots qu'il n'a pas trouvés et en lui demandant de le ou les énoncer à voix haute en réponse à sa catégorie. Je vous remontre la liste. Moi, je viens. Quel Ah, était bah le nom de oui, la boisson? c'était limonade. On procède alors à un nouveau contrôle de l'apprentissage. Vous pouvez me redonner le mot que vous venez de lire. Oui, limonade. Dans tous les cas, le patient n'aura pas 5 au score d'apprentissage, mais on aura essayé de le mettre dans une situation optimale pour étudier sa mémorisation. Ainsi se termine la première phase dite d'apprentissage. Il faut alors interposer un délai de 2 ou 3 minutes que l'on mettra à profit pour effectuer d'autres tests n'impliquant pas un rappel de mots. On peut alors commencer la phase dite de mémorisation en demandant au sujet de restituer les mots. Alors tout à l'heure, vous avez appris une liste de mots. Mhm. Pouvez-vous me redonner les mots de cette liste? Alors, camion. Comme précédemment, soit le patient redonne tous les mots spontanément, il obtient alors un score de 5 au score de mémorisation. Soit il n'en redonne qu'une partie. Alors cela peut résulter soit d'un trouble de la mise en mémoire par atteinte du circuit HMT, comme au cours de la maladie d'Alzheimer, soit d'un trouble de récupération d'informations pourtant bien stockées. Et c'est pour faire la part des choses que l'on va utiliser les mêmes indices qui ont servi à l'encodage pour aider éventuellement le patient à restituer les mots qu'il n'a pas réussi à rappeler spontanément. Alors, il s'agissait d'un bâtiment. Ah, musée. Si de cette façon, le patient récupère tous les mots manquants, il obtient 5 au score de mémoire. Dans le cas contraire, il obtient bien évidemment un score inférieur. Dernière étape, on additionne le score d'apprentissage et le score de mémorisation. Si ce total est inférieur à 10, la performance doit être considérée comme suspecte et doit nécessiter des investigations complémentaires. En effet, les résultats d'une large étude de validation que nous avons réalisée en collaboration avec les équipes des professeurs Vélas à Toulouse, Touchon à Montpellier, Michel à Marseille, et portant sur 86 patients atteints de maladie d'Alzheimer comparés à 126 sujets fonctionnels avec plainte mnésique, montrent, on le voit ici, que pratiquement tous les patients atteints de maladie d'Alzheimer, 91% précisément, avaient un score inférieur à 10 à l'épreuve des 5 mots. En revanche, 87% des patients dits fonctionnels avec plainte mnésique avaient quant à eux un score égal à 10. On le voit, l'épreuve des 5 mots est un test fiable et rapide qui permet de faire la distinction entre des patients ayant un véritable syndrome amnésique
et ceux ayant des troubles attentionnels ou des troubles cognitifs légers, voire de simples perturbations liées au vieillissement. Cette épreuve constitue ainsi un outil simple et pourtant très efficace, mais sous réserve qu'on respecte bien ses consignes de réalisation. Nous allons maintenant analyser l'intérêt de ce test à travers 3 exemples représentatifs des profils que l'on peut rencontrer en pratique médicale. L'analyse des réponses de patients caractéristiques permet de bien saisir l'intérêt du test et l'étendue de ses possibilités diagnostiques. Alors prenons tout d'abord le cas d'un sujet normal, mais se plaignant de sa mémoire, et observons ses réponses lors de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez me redonner les mots de la liste? Oui, limonade, Oui. musée, Les réponses sont généralement fluides, mais elles peuvent être parfois plus hésitantes. Et même si le patient présente des difficultés à se rappeler un mot, il répond rapidement lorsqu'on lui demande la catégorie correspondante. Ainsi, même avec l'aide d'un indice, il obtient un score de 5 sur 5, car il a enregistré tous les mots, et c'est ce qui est important. Tout à l'heure, je vous ai fait apprendre une liste de mots. Est-ce que vous pouvez me redonner les mots de cette liste? Quelques minutes plus tard, observons ses réponses lors de la phase de mémorisation. passoire, Il y avait un nom de véhicule. camion, Oui. Malgré une petite difficulté en rappel spontané et une facilitation par un indice, sa performance est celle d'un sujet normal. L'information a été bien stockée. Si les sujets normaux passent généralement ce test très facilement et avec assurance, il arrive que certains hésitent, comme ce patient. Mais cela ne change pas leur score qui est de 10 sur 10. A priori, et c'est bien sûr à replacer dans son contexte, ce patient n'a pas besoin d'une investigation complémentaire. Alors observons maintenant la phase de mémorisation de cet autre patient qui présente des troubles cognitifs légers. Oui. Camion, Oui. limonade, On le voit ici, les réponses sont plus hésitantes, parfois absentes ou erronées, et ce même après utilisation des indices. Quel était le nom de l'ustensile de cuisine? Il y avait un ustensile de cuisine. je vois pas. Non, c'est pas grave. Quel était le nom du bâtiment? Ah non plus, je vois pas. Le score est donc au-dessous de 10. Bien, je vous remercie. Ce patient montre ainsi les éléments d'un syndrome amnésique. Pourtant, il ne présentait pas un tableau suffisamment sévère, avec un MMS à 27 et une autonomie préservée, pour que l'on puisse faire un diagnostic de démence. Ce résultat montre bien l'intérêt de ce test pour dépister des formes précoces de maladie Alzheimer, parfois avant même le stade de démence, sur la seule mise en évidence d'un syndrome amnésique relativement isolé. Analysons maintenant, lors de la phase de mémorisation, les réponses d'un patient présentant un syndrome amnésique sévère de type hippocampique, comme on le rencontre au cours de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez me redonner ces mots? Oui. Ils sont peut-être pas dans l'ordre. Peu Hein. importe. Limonade, Oui. camion, Oui. musée, Oui. c'est tout ce que j'ai à vous dire là. Hein. Est-ce que vous vous rappelez quel était l'ustensile de cuisine? Oui, casserole. Alors on assiste là à une intrusion typique. L'intrusion, c'est la production d'un mot ne correspondant pas au mot cible, mais à un autre mot, généralement le prototype de la catégorie. Par exemple, vin pour boisson, ou comme ici, casserole pour ustensile de cuisine. Dans le cas de ce patient, on observe un rappel libre effondré, un rappel total diminué, des indices peu efficaces et des intrusions. C'est le profil type du syndrome amnésique hippocampique et donc de celui de la maladie d'Alzheimer. Alors, à la lumière de ces différents types de réponses, que faut-il retenir de ces 3 cas représentatifs? Tout d'abord, qu'il faut considérer comme normal
les réponses, qu'elles soient spontanées ou facilitées par l'indissage. On retiendra également que les patients dont les scores sont inférieurs à 10, soit parce que le score d'apprentissage n'est pas de 5 dès le premier essai, soit parce que le score de mémorisation n'est pas de 5, doivent être considérés comme nécessitant des investigations complémentaires. En résumé, on vient de voir l'intérêt de cette épreuve dans la pratique médicale. En effet, il est de plus en plus fréquent que des patients viennent consulter pour une plainte mnésique ou pour des troubles de la mémoire dont les causes se révèlent être de nature diverse. Beaucoup de ces patients souffrent de troubles attentionnels de tous ordres. D'autres, heureusement moins nombreux, présentent des risques d'évoluer vers une maladie dégénérative du cerveau et quelques-uns en sont déjà atteints. Dans ce contexte, on comprend qu'il est important d'avoir à notre disposition des outils, comme l'épreuve des 5 mots, qui permettent de faire le tri et de séparer une plainte banale d'un trouble nécessitant une prise en charge spécialisée. À un moment où l'on découvre l'importance d'une prise en charge la plus précoce possible de la pathologie démentielle, ces outils permettent aux médecins généralistes, comme aux spécialistes, d'être les acteurs incontournables dans l'évaluation et l'orientation des patients à risque. Cette intervention s'inscrit dans une approche médicale plus dynamique et volontariste du traitement et de la prise en charge de ces maladies que l'on peut considérer comme nouvelles.